Ça y est, on y est. Désolée pour le retard. Problème de connexion. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue aux personnes qui seront en replay puisque vous serez les premiers à me regarder. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux Québécois. Bienvenue aux travailleurs qui nous regardent plus tard. Bienvenue aux... Même si on est tous travailleurs, hein, c'est juste qu'après on a des horaires tous différents. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Faites-moi signe quand vous arrivez que je puisse vous voir. J'imagine que comme d'habitude, je ne vais pas voir vos commentaires tout de suite. Je pense que je vais finir par passer par Zoom et puis comme ça, j'aurai mon téléphone à côté pour voir vos commentaires. Ce sera beaucoup plus simple parce que je vois que vous vous connectez et je ne vois pas vos petits bonjours. Et généralement, je sais que vous m'en faites toujours. Alors, du coup, donc, on va regarder ça. Tac. Et oui, voilà. Salut Katia. Salut Séverine. Bienvenue. Coucou Marlène. Salut Magali. J'espère que vous êtes en pleine forme, mesdames. Après ces week-ends, ces vacances, ces week-ends de pont. Bonjour Michel. Bienvenue. Ça fait plaisir de t'avoir sur le live. Bon, excusez-moi pour le retard. Alors les filles qui sont en formation avec moi savent que je suis en plein travaux en ce moment chez moi et du coup, bon, déjà c'est le foutoir, ça se voit pas trop, mais surtout j'ai des soucis du coup de connexion parce que je me déplace de pièce en pièce et que ça fonctionne pas forcément super bien. Voilà l'explication de mon retard, qui somme toute est pas exceptionnel, vous le savez. Ben oui, Marlène, c'est génial ça. Donc du coup, on reste sur ton profil, ce profil-là. Hein. Salut Emmanuel, salut Astrid, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ok, bon. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. 15 jours, ça passe... ça paraît long. Salut Damien, bienvenue à toi. Bon, j'espère que les commentaires, je les verrai après. Alors, on va se voir une demi-heure et puis après cette demi-heure qu'on va passer tous ensemble sur ce live autour de ce sujet de la manipulation relationnelle et affective, eh bien, je retrouverai les professionnels de l'accompagnement qui sont intéressés, qui ont envie de me retrouver après sur Zoom pour une session de mentoring, supervision et d'échange autour du sujet. Ok Marlène, ça marche. Salut Marianne, bienvenue à toi. Alors j'avais envie d'aborder ce thème de la manipulation relationnelle et affective. C'est en lien avec la masterclass que j'ai donnée avec mon amie Amélie, qui est donc sophrologue et qui est également formatrice et qui est aussi spécialiste des relations toxiques. Une masterclass qu'on a donnée il y a 10 jours maintenant, je crois. Et puis c'est aussi en lien avec le programme qui fait suite à la masterclass, le programme Harmonie qui arrive, donc un programme sur 7 semaines pour lequel... Je vous le redirai une dernière fois, mais je vous le redis, vous avez un tarif de lancement jusqu'à ce soir minuit avec le code Harmonie 23 et après le code ne fonctionnera plus et donc le programme sera au tarif plein. Et c'est vraiment un programme où on va aller travailler sur les relations toxiques ordinaires jusqu'à leur degré le plus sévère finalement. Donc quelles que soient les relations toxiques auxquelles on peut être confronté, parce qu'on en a, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui notamment, on en vit au quotidien, dans nos relations professionnelles, dans nos relations familiales, dans nos relations de couple aussi, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations amicales, dans toutes les sphères de notre vie finalement. Et donc l'idée de ce programme, c'est 7 semaines où on va aller travailler là-dessus, donc ça va pas être que de la transmission, il va y en avoir parce que c'est important de comprendre ce qui se passe, mais ça ne va pas être que ça, il va y avoir aussi beaucoup de pratiques, d'ateliers, de travail, de pacification, de libération vis-à-vis de l'autre, mais de libération aussi vis-à-vis de moi-même sur certaines parts de moi. Donc on va aller travailler tout ça avec donc des explorations à la fois individuelles mais aussi systémiques. On va faire venir les enfants intérieurs aussi dans cette histoire-là parce que c'est aussi pour ça qu'on s'associe avec Amélie sur nos expertises.
les enfants intérieurs jouent, et on va le voir aujourd'hui d'ailleurs, jouent un rôle en fait dans ces relations dysfonctionnelles. Et voilà, donc ça va être cette semaine avec un live d'1h30 chaque semaine et un groupe Facebook privé avec des échanges, du soutien, parce que l'idée c'est vraiment que vous repartiez au bout de ces 7 semaines avec des changements relationnels, et le programme sera accessible en replay pour que vous puissiez y revenir et soit revenir travailler sur des points de la relation, soit venir travailler sur de nouvelles relations si vous ressentez le besoin de venir travailler sur d'autres relations ou d'autres sphères relationnelles. Voilà concernant ce programme, et donc voilà pourquoi aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, pour faire le pont en fait entre les deux. Puis lors de la masterclass, on a eu pas mal de questions. C'est vrai que ça tombait pendant les vacances, mais il y a eu beaucoup de participants, il y a eu beaucoup de questions. On a vu que ça avait suscité pas mal d'interrogations. Il y a des gens qui se sont inscrits d'ailleurs au programme Harmonie derrière. Donc voilà. Coucou Joël, bienvenue à toi. Donc, sauf dans certains cas, en fait, la manipulation relationnelle et affective, la manipulation, elle est généralement, en grande partie, elle n'est pas consciente. Elle s'inscrit en fait dans des programmations qui sont inconscientes, et la relation, enfin la manipulation relationnelle affective qui est consciente, elle est plus rare, et elle peut atteindre du coup des degrés où là on va tomber dans quelque chose de l'ordre de la perversion narcissique par exemple, où il y a une vraie intention de nuire, voire de détruire l'autre, ce qui est vraiment particulier. Et ça, Amélie en a parlé dans la masterclass, et Amélie fera une masterclass vraiment dédiée à ce sujet-là, pour que vous compreniez bien ce qu'est un pervers narcissique, ce qu'est une relation de perversion narcissique. Elle fera une masterclass vraiment sur ce sujet-là. Puis aussi, ça permet du coup de savoir où on se situe dans les relations, parce que c'est un terme qui est très galvaudé, que beaucoup de gens utilisent. On le voit en thérapie, moi je l'ai vu, beaucoup de gens disent « Ah, je suis avec un pervers narcissique », alors que non, pas forcément. On peut être avec quelqu'un qui est toxique, on peut être avec quelqu'un qui met de la toxicité dans la relation, on peut être avec quelqu'un qui manipule, mais on n'est pas forcément avec quelqu'un qui est pervers narcissique, où là on est dans quelque chose d'ultra pathologique et d'extrêmement dangereux pour la victime. Salut Karine, salut Maria et salut Sophie, bienvenue à toutes. Donc très souvent c'est non conscient, et c'est important aussi de se regarder soi, et c'est ce qu'on fera dans le programme Harmonie aussi. C'est pas toujours très cool, mais c'est important de se regarder soi et de voir que nous aussi, on est à certains moments, dans certaines relations ou dans certaines situations, dans des formes de manipulation qui peuvent être légères, mais qui sont malgré tout là. Et en fait, pourquoi on est dans ces manipulations relationnelles et affectives? Ça peut être lié, alors pour moi il y a 3 grandes choses qui les expliquent, hormis encore une fois la perversion narcissique, où là on est sur la psychopathologie, on est vraiment sur des gens qui sont de troubles psychiatriques, où il y a une faille narcissique extrêmement fort au niveau psychique, et qui entraîne derrière ce type de comportement. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs j'avais posté sur mon profil le film À la folie, qui est passé sur une chaîne la semaine dernière, qui était extrêmement éclairant sur le processus par lequel passe en fait le pervers narcissique pour faire tomber une personne tout à fait normale sous son emprise, sachant que Amélie, encore une fois, il viendra dans la masterclass sur les relations toxiques, mais il ne faut pas croire que dans la masterclass sur la perversion narcissique, il ne faut pas croire que le pervers narcissique, ses victimes sont des gens fragiles. Ce sont très souvent des gens normaux, très bien, qui sont solides, mais qui ont certaines caractéristiques qui font qu'ils sont des proies pour un pervers narcissique, malgré toute leur solidité, malgré le fait que ce sont des gens qui sont très bien relationnellement, qui sont très bien avec eux-mêmes, très bien avec les autres, etc. Tu l'as regardé en replay, Jody? Ouais, il est top, et il montre vraiment à quel point, à quel point on
peut se faire embarquer là-dedans, quel est le processus psychologique qui est utilisé, et puis cette perversion, hein, cette jouissance qu'a l'autre à faire du mal en fait à son partenaire relationnel, on va dire. Donc moi, dans les relations, dans les manipulations, on va dire, relationnelles et affectives plus communes, pour moi, c'est lié à 3 choses. D'abord, il y a des stratégies que la personne, nous aussi, que la personne a su en fait à un moment donné trouver quand elle était enfant notamment, pour prendre sa place, pour être écoutée, pour être vue, pour être entendue ou pour obtenir des choses. Comme je boude, je pleure, je culpabilise ma mère, je culpabilise mon père, je me victimise par rapport à mes frères, par rapport à mes sœurs. Et en fait, quand l'enfant voit que quelque chose fonctionne, eh bien, il va comme le répéter. Et puis, il va suffire de quelques répétitions qui fonctionnent. C'est un peu comme l'installation d'une croyance. Et l'enfant, en fait, va l'intégrer dans sa programmation inconsciente. Et il va l'intégrer dans ses mécanismes relationnels. J'ai l'impression que l'image saute quand je regarde sur mon PC. Moi, sur mon téléphone, ça va. Ça va, vous, chez vous? J'ai l'impression que ça saute, c'est bizarre. Dites-moi. Ou alors ça vient de mon ordinateur. Non, c'est bon? D'accord. Salut Anna. Parfait, ok. Et donc, l'enfant voit que ça marche, il le répète, ça marche encore, et il va l'intégrer comme, quand je fonctionne comme ça, en fait, ça marche. Et il va intégrer des mécanismes de culpabilisation, victimisation, je boude, etc. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des adultes qui, dans leur scénario relationnel, dans leur schéma relationnel, eh bien, vont avoir des comportements infantiles. Des adultes qui font la tête, des adultes qui boudent, des adultes qui se victimisent, des adultes qui culpabilisent. Et il y a culpabilisation et culpabilisation, mais là, je parle de quelque chose vraiment qui est infantile, et la personne, en fait, elle est simplement en train de mettre en œuvre une stratégie qu'elle a intégrée étant enfant comme quelque chose qui fonctionne pour obtenir de l'attention, de l'écoute, etc. Et ça, c'est une forme de manipulation. C'est une stratégie, mais c'est de la manipulation puisque je vais mettre en place un comportement pour obtenir en face un comportement ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le son saute et se décale. Ah, c'est agaçant. Je pense que la prochaine fois, je vais me mettre sur Zoom et je vais rediffuser le Zoom sur le groupe. Parce que entre les commentaires qui ne s'affichent pas et l'image qui saute, ça commence à être fatigant. Donc je vais faire ça la prochaine fois. Ça sera peut-être mieux. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je crois que j'avais fini sur les stratégies que la personne met en œuvre, et c'est de la manipulation en fait. Après, c'est pas de la manipulation malveillante forcément, c'est pas de la manipulation consciente, mais ça reste quand même de la manipulation. Et puis, cette manipulation relationnelle et affective, elle peut être liée aux blessures en fait. Elle peut être liée aux blessures en soi. Tout est ok, Katia? Bon. On y croit. On lui demande une fois tous les 15 jours de fonctionner, et mince. Elle peut être liée, donc cette manipulation peut être liée à nos blessures, aux blessures que j'ai en moi, que j'ai pas travaillées, et qui inscrivent en fait des croyances que je veux pas voir et auxquelles j'ai pas très envie de me confronter. Je vais vous donner des exemples. Exemple.
j'ai la croyance que je ne suis pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance-là. J'ai la croyance que je ne suis pas assez, parce qu'il s'est passé dans mon enfance des moments où j'ai pas été reconnue, où j'ai pas eu le sentiment de mériter des choses. Donc du coup, j'ai inscrit en moi que je ne suis pas assez, que je dois toujours faire plus. Ok ? Et en fait, une personne qui a cette blessure-là, puis qui n'a pas été la travailler ou pas suffisamment, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, en fait, elle va vouloir ne pas ressentir ça. Et ce qu'elle va faire pour pas le ressentir, je vous en parle souvent, c'est de le projeter à l'extérieur, c'est de le sortir d'elle et de le mettre à l'extérieur. Et donc, ce qu'elle va faire, cette personne, c'est qu'elle va dire à l'autre ou montrer à l'autre, c'est pas forcément verbalisé ou dit, mais toi, tu n'es pas assez. Et en fait, en lui disant toi, tu n'es pas assez, qu'est-ce que l'autre il va faire? Eh bien, l'autre il va se mettre en 4 pour la personne. Et du coup, moi qui ai cette blessure de je suis pas assez, d'un coup, je vais me sentir importante. Mais en fait, c'est parce que j'ai appuyé chez l'autre sur sa propre blessure, parce que très souvent les blessures se parlent. Donc j'ai la blessure de je ne suis pas assez, et du coup je ne veux pas la ressentir pour moi, donc je vais la projeter sur l'autre. Donc je vais lui dire toi tu n'es pas assez. La personne elle se dit mince je suis pas assez, donc elle va se mettre à faire plein de choses pour être assez aux yeux de l'autre, et l'autre va se sentir important et va avoir l'impression d'être assez. Donc du coup il y a comme une blessure que je vais pas vouloir voir chez moi, et en fait je vais la poser chez l'autre, et ça va me permettre en fait d'avoir le sentiment de ne pas être en lien avec cette blessure, de ne pas la porter en moi, ce qui est faux. Et ce qui crée de la manipulation relationnelle, puisque vous voyez bien que la personne en fait elle va activer chez l'autre un comportement pour se satisfaire elle. Ça va être pareil avec une blessure de non-reconnaissance. Je me sens pas reconnue, donc je vais pas reconnaître l'autre. Et comme ça, moi, ça me permet de pas aller voir ma blessure. Et l'autre, comme il se sent pas reconnu, eh bien, pareil, il va mettre en place des choses pour obtenir de la reconnaissance. Et du coup, moi, je vais avoir l'impression d'être importante parce que la personne cherche ma reconnaissance. Donc, c'est que moi, déjà, je suis reconnue si on cherche ma reconnaissance. On pourrait le mettre aussi avec une blessure d'abandon, par exemple. Quelqu'un qui a une blessure d'abandon pourrait dire à l'autre, par exemple, ah, tu m'abandonnes, et puis être en mode reproche, en fait. Tu me laisses tomber, tu m'abandonnes, tu me laisses toute seule, etc. Et en fait, ça va être une stratégie, une manipulation pour ne pas se sentir abandonné, en actionnant en fait chez l'autre le sauveur ou la personne qui va rester en fait, qui va dire ah bah non, surtout je vais pas t'abandonner. En plus, encore une fois, très souvent, les gens avec qui on relationne de manière proche sont des gens qui ont des blessures proches. Puis après, les êtres humains, hein, on a tous les mêmes besoins initiaux fondamentaux, donc on a souvent des blessures qui se rapprochent. Puis la blessure fondamentale, hein, derrière toutes les autres blessures, c'est de ne pas se sentir quelqu'un d'aimable et ou d'aimer. Donc du coup, la personne à qui on va dire mais tu m'abandonnes, elle, comme elle veut, déjà elle souffre de ça éventuellement, ou elle en a souffert, elle veut surtout pas que l'autre ressente ça, donc elle va se mettre en action pour que l'autre ne ressente pas ça, et l'autre ne va pas ressentir sa propre blessure. Mais du coup, il y a une manipulation en fait à travers nos blessures de l'autre pour pas ressentir nos propres blessures et obtenir en fait d'être réparé dans nos blessures ou de masquer nos blessures. Est-ce que c'est clair sur les blessures? C'est des choses pareilles, on y revient dans le programme Harmonie, mais j'aimerais bien que ce soit clair pour ce live en tout cas. Dites-moi. Je vous laisse le temps de me dire avant de passer à la suite.
Ça fait le lien et je vous invite d'ailleurs à aller le voir ou le revoir si vous ne l'aviez pas vu sur le live sur les stratégies relationnelles de l'ego que j'avais fait il y a quelques temps. Ouais, c'est clair. Maria, c'est clair. Astrid, c'est clair. Magali, c'est clair. Très clair. Le son est très mauvais? Ah. Pour tout le monde? Est-ce que c'est le cas Son ok, il est bon, non, le son est bon, non, moi c'est bien. Ah, bon bah alors du coup c'est un souci de ton côté Michel a priori. T'arrives à deviner? Ouais mais c'est pas très agréable. J'ai déjà fait des lives comme ça, c'est pas agréable quand il faut écouter, essayer de deviner ce qui se dit. Ouais, l'image, je vois bien qu'elle saute, je comprends pas. Bon, je passerai par Zoom la prochaine fois. En plus, j'ai toujours pas vos commentaires ici, donc c'est vraiment fatigant. Je comprends pas. Sur le groupe de la formation Libé, on n'a pas ce problème-là, tout fonctionne très bien. L'autre jour, sur le groupe, pareil, de la masterclass, ça fonctionnait très bien. Il y a vraiment que sur ce groupe Conscience et Évolution. Y aurait-il des ondes étranges ici? Je sais pas. Donc on a vu donc à quoi ça peut être lié. Donc les stratégies les stratégies de manipulation non consciente en fait qu'on a intégrées en étant enfant, et puis les stratégies de manipulation non consciente qu'on met en place en fait pour ne pas ressentir nos blessures, pour être comblés dans nos besoins en lien avec nos blessures ou pour être réparés dans nos blessures. Et puis, il y a également, il ne faut pas l'oublier, c'est les stratégies qu'on a vu faire étant enfant et qu'on a intégrées en fait. Parce qu'on a pu voir, et nos parents, par exemple, notamment, hein, mais d'autres figures, d'autres modèles, hein, ça peut être des instituteurs, ça peut être un oncle, une tante. Loumi? Parce que si en plus Loumi ronfle par-dessus, on ne va pas y arriver. Donc l'enfant intègre ce qu'il voit comme étant un mode de fonctionnement normal ou un mode de fonctionnement qui fonctionne. Donc s'il voit son parent être dans de la manipulation, s'il a un parent qui boude pour obtenir des choses, qui se victimise pour obtenir des choses, qui fait du chantage affectif pour obtenir des choses, etc., et qu'il voit que ça marche, eh bien, potentiellement, cet enfant devenu adulte va le reproduire en fait. Sauf, c'est pas toujours vrai, sauf si il en a souffert lui-même et qu'il il est attentif justement à ne pas reproduire. Mais très souvent on reproduit quand même. Mais il se peut que par exemple si le chantage affectif, l'enfant l'a subi, parce qu'il y a des parents qui font du chantage affectif à leurs enfants, ou que voilà, les bouderies d'un parent l'ont fait souffrir, parce qu'un enfant, quand son parent boude ou que son parent fait la tête, il se sent responsable et il se sent impuissant et il est blessé. Ça crée des traumatismes émotionnels chez l'enfant. Et donc, s'il en a souffert, il se peut que lui, en fait, il fasse attention, devenu adulte, à ne surtout pas reproduire ça. Et tout ça, ça se manifeste essentiellement, justement, on en avait parlé dans le live sur les stratégies relationnelles de l'ego, et on en reparlera beaucoup plus précisément dans le programme Harmonie, puis on ira le vivre, l'expérimenter en soi, mais aussi en soi, en relation avec les autres, pas les autres personnes présentes, mais vous, dans votre monde intérieur, dans ce que vous vivez, dans vos relations, que ce soit des relations particulières ou enfin, une personne en particulier avec laquelle vous souhaitez travailler dans ce programme ou dans des sphères de vie, mais on va aller le regarder aussi de manière systémique, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce triangle en fait pour vous. Comment vous jouez dans ce triangle victime, bourreau, sauveur. Parce que, encore une fois, hein, comme je vous l'avais dit, on reste jamais à une seule place en fait. Et tout ce qui est manipulation relationnelle et affective, ça se joue sur ce jeu du triangle. Et on va tourner
on va être victime, on va être bourreau, on va être sauveur. Si l'autre nous met en bourreau, ah bah je veux pas être le bourreau, donc du coup soit je vais me victimiser, je vais passer en mode victime, soit au contraire je vais prendre la position du sauveur parce que je veux surtout pas être le bourreau. Et parfois en étant sauveur, on est le bourreau des autres aussi, parce que à vouloir sauver, souvent les personnes qui ont une position de sauveur de manière générale dans la vie peuvent du coup faire aussi du mal aux autres, parce que ils vont venir intervenir alors qu'on ne leur demande pas. Ils vont empêcher la personne finalement de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, et cette posture de sauveur n'est pas bonne en fait. Souvent on croit que c'est la posture jolie dans le triangle de Cartman, mais non, c'est pas une posture qui est forcément jolie. Oui, c'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être là pour les autres, mais quand ils nous le demandent, quand c'est juste pour eux, et en les laissant libres en fait, et aussi acteurs et responsables de leur propre vie. Donc ça se manifeste essentiellement en fait, ces manipulations relationnelles, à travers ce triangle. Et très souvent, ce triangle, on le joue aussi avec nous-mêmes, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, on va être notre propre bourreau parfois dans des attitudes relationnelles qu'on va avoir avec l'extérieur. On va être notre propre victime, et souvent, nous ne sommes pas notre propre sauveur, justement. Et c'est pour ça qu'on va aller sauver à l'extérieur plutôt que d'aller se sauver soi. Et la manipulation relationnelle, elle joue aussi avec nous-mêmes. Parfois, on se ment à soi. On va se faire croire que on a bien travaillé sur nous, sur certains points, qu'on n'est plus comme ci, qu'on n'est plus comme ça, alors qu'en fait, si, sauf que on met des masques pour le cacher, ou on le dit, on veut faire croire, mais on ne l'est pas. On se manipule aussi parfois nous-mêmes en ne voulant pas voir des parts de nous, de ne pas voir cette part victime, notamment notre enfant intérieur blessé. Très souvent, faire face à son enfant intérieur blessé, ça fait peur, donc on se fait croire qu'on y est allé, qu'on sait, que machin, mais en fait non. Et là, on se manipule tout seul en fait. Et en se manipulant tout seul, on manipule aussi les autres, forcément, puisqu'on n'est pas dans notre pleine authenticité, dans notre pleine être. Salut Karine, pas de souci. Et cette manipulation relationnelle et affective, eh bien, elle provoque un certain nombre de choses qui peuvent être pour vous en fait des indicateurs. Si, je voulais quand même parler des stratégies dont on a parlé dans la masterclass, mais des stratégies qui sont présentes en fait dans ces manipulations. Des stratégies, vous pouvez avoir par exemple la valorisation de l'autre. Le fait de valoriser l'autre pour obtenir quelque chose, pour lui faire faire quelque chose. Ça peut être au travail, et ça peut être... ça peut être au travail par exemple. Oh là là, mais j'ai jamais eu de collaborateur aussi investi que toi. Sous-entendu, continue à beaucoup t'investir au travail parce que c'est comme ça que tu es reconnu. Donc ça, là, il y a une forme de manipulation par la valorisation. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es génial, t'es tellement à l'écoute, t'es tellement bienveillante, et puis avec toi on peut tout dire, et puis finalement, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir derrière? Eh bien, justement, quelqu'un qui va être peut-être sauveur, très à l'écoute, etc. Mais il y a une forme de manipulation. Ça veut pas dire que quand on nous fait des compliments, c'est de la manipulation à chaque fois, mais parfois le compliment en fait cache quelque chose derrière. Ça passe aussi par la dévalorisation, ce que je vous disais tout à l'heure, de tu n'es pas assez, etc. pour obtenir quelque chose en retour. Ça peut aller aussi dans la peur, faire peur à l'autre. Par exemple, on en parlait dans la masterclass, mais quand, imaginons, on est en couple, je suis en couple, j'ai envie de sortir le soir avec mes copines, et mon conjoint, il n'a pas envie que je sorte avec mes amis, et peut-être qu'il va me dire oh là là, t'es sûre, tu prends la voiture, il pleut, tu sais, il y a beaucoup d'accidents la nuit, moi je serais pas rassurée, en plus on sait jamais, avec la pluie, peut-être que des fois les réseaux ils marchent pas, si t'arrive un truc, moi je peux pas venir te chercher, j'ai pas
ou je peux pas venir, moi j'ai pas de voiture, etc. Et en fait, c'est une manipulation où la personne, elle suscite la peur chez l'autre et du coup, pour lui faire quelque chose qui est de rester chez soi en fait. Il peut y avoir la culpabilisation, hein, bah, dans le même ordre d'idée, hein. Ah bah si tu me laisses, par exemple, oui, si tu me laisses et qu'il m'arrive quelque chose, mais comment je vais faire? Du coup, tu as la voiture, moi j'ai pas la voiture. Si notre enfant il est malade, je peux pas aller à l'hôpital, donc je culpabilise par avance de ce qui pourrait arriver pour que la personne en fait fasse quelque chose que j'ai envie qu'elle fasse. Ça peut être aussi de la séduction, et puis ça peut être la manipulation, ça peut être de créer une forme de dépendance. Alors parfois ça va très loin, mais parfois t'inquiète pas, t'as pas besoin de beaucoup travailler, moi je gagne bien ma vie, profite, reste à la maison, etc. Et puis en fait, à force, la personne, elle n'est plus vraiment libre parce que finalement on l'a mise dans un état de dépendance. Ça peut être au travail aussi, la dépendance elle peut se créer par le fait de ne pas donner par exemple d'informations à un collaborateur, de ne pas lui donner l'accès à ces informations et qu'il soit obligé de passer par le manager à chaque fois. Le manager en fait il garde le contrôle de son collaborateur et il y a une forme de dépendance qui s'installe et donc il y a une forme de manipulation pour pouvoir contrôler en fait l'autre. Il y a aussi le sous-entendu qui est une forme de manipulation. Parfois on ne dit pas les choses, la personne ne dit pas les choses de manière claire ou elle va faire des liens qui n'ont pas lieu d'être. C'est Arnaud Rioux qui prenait un exemple que je trouve très juste, c'est oh là là, ma voiture elle marche plus, elle est cassée. C'est bizarre parce que je te l'ai pas prêtée il y a 3 semaines. Et là, c'est par sous-entendu et en reliant des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, eh bien, je crée en fait de la culpabilité chez l'autre et je vais pouvoir le manipuler pour obtenir quelque chose. C'est pas forcément d'ailleurs obtenir quelque chose d'émotionnel, ça peut être d'obtenir quelque chose. Obtenir de l'investissement au travail, obtenir plus de présence, obtenir de l'argent, obtenir un objet, obtenir... Et ça, c'est dans le quotidien. Et si vous vous observez, vous verrez que vous aussi, vous le faites. Des petits trucs du genre, je sais pas... si vous avez rendez-vous avec une copine, vous vous dites que vous allez sortir, que vous allez aller au resto, mais vous n'avez pas envie d'aller dans un resto qui est trop loin, et plutôt que de lui dire bah non, j'ai pas envie d'aller dans ce restaurant-là parce qu'il est trop loin, et bien peut-être que vous allez utiliser une forme de manipulation pour que ce soit l'autre en fait qui décide de changer de restaurant, soit pour prendre soin de vous, soit pour simplement répondre, enfin, parce que vous lui aurez comment dire, frayé un chemin pour qu'elle change en fait les choses. Si j'essaie de prendre un exemple, donc on se dit qu'on se voit avec une copine, on se dit, tiens, ma copine me dit, on va aller au restaurant à Paris, dans le cœur de Paris, Loumi, on va aller dans le restaurant, dans le cœur de Paris. Moi j'ai pas envie d'y aller, mais plutôt que de lui dire que j'ai pas envie d'y aller, eh bien je vais par exemple lui dire ah, dans le cœur de Paris, d'accord, oui, et puis après je vais dire bon alors par contre il faudrait peut-être qu'on parte 1 heure et demie avant parce qu'avec les bouchons pour atteindre le cœur de Paris, tatati tatata. Ah, alors par contre je rentrerai tôt parce que comme on va dans le cœur de Paris, ça va prendre du temps pour moi pour rentrer. Et là en fait c'est clairement il y a un manque de franchise en fait qui fait qu'on est dans de la manipulation. Et comment là je fais, c'est en faisant ressentir à l'autre que je vais passer moins de temps avec elle. Donc, parce que je vais devoir partir plus tôt. Donc, si elle veut qu'on passe du temps plus ensemble, eh bien, il faudrait qu'on fasse ça plus proche de chez moi. On va passer beaucoup de temps dans la voiture. Et en fait, j'essaye d'obtenir quelque chose plutôt que de dire les choses franchement.
Salut Sylvie, bienvenue. Donc oui, c'est des stratégies très clairement. Et c'est important de se regarder soi parce qu'on le fait tous aussi. Et qu'est-ce que ça provoque ça, les manipulations qui peuvent aussi vous alerter, surtout quand elles sont plus importantes. Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété dans la relation aussi avec l'autre. Ça crée de la culpabilité. Parce que quand il y a de la manipulation, très souvent, on se sent coupable de choses où on n'a pas forcément à se sentir coupable, mais on se sent comme responsable. C'est ce qui va venir actionner notre aspect sauveur. On peut avoir peur de perdre l'autre aussi, peur de lui faire du mal. On peut perdre confiance en soi. On peut avoir le sentiment de ne pas être assez bien, assez tout simplement. De ne pas être quelqu'un de bien. Si vous voyez aussi que vous êtes souvent à vous mettre dans la posture du sauveur vis-à-vis de quelqu'un, eh bien posez-vous la question parce que très souvent quand on se met dans une posture de sauveur, c'est que l'autre nous a mis dans une posture de bourreau ou de victime, mais en tout cas il y a quelque chose qui se joue qui fait que pour sortir en fait on essaye de se placer en sauveur. Et puis, quand il y a de la manipulation aussi, il peut y avoir chez la personne qui se sent manipulée ou qui est manipulée, eh bien, du doute, du questionnement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que j'ai raison de faire ci? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Et ça crée le stress et l'anxiété, ça fatigue. Mais du coup, c'est des indicateurs aussi pour vous lorsque vous vous posez la question de savoir est-ce que je suis dans quelque chose où il y a de la manipulation. Mais encore une fois, la manipulation n'est pas forcément... la personne ne le fait pas forcément consciemment, elle ne le fait pas avec l'intention de faire du mal, ça ressort de stratégies en fait relationnelles, souvent. Et puis ça peut être aussi le sentiment de perdre sa liberté en fait, de plus pouvoir faire ce qu'on veut. Quand on a quelqu'un qui est dans de la manipulation relationnelle et notamment affective, on peut ne plus se sentir libre en fait de faire les choses comme on veut, quand on veut, et du coup ce sentiment de perdre sa propre liberté. Ça c'est un indicateur aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, je crois que c'était tout. Et puis oui, de se dire aussi que cette manipulation, elle peut être affective pour obtenir un lien d'amour, pour obtenir quelque chose de l'ordre du sentiment dans la relation à l'autre. Il peut y avoir notamment, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les personnes qui ont des problématiques d'attachement issues de l'enfance et qui essayent en fait de combler des carences, de combler des blessures, de réparer des blessures émotionnelles, relationnelles, vont aller dans de la manipulation avec l'autre pour obtenir en fait de l'amour, pour obtenir de l'attention. Mais c'est pas forcément que ça. La manipulation relationnelle, c'est aussi pour obtenir de l'argent, un job, du temps, une réduction, une ristourne, enfin peu importe, mais pour obtenir des choses. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette manipulation. Si vous avez des questions, je vous laisse quelques minutes, puis après je vais aller rejoindre celles et ceux qui me rejoindront sur Zoom pour le... J'ai des cheveux là partout. Est-ce que vous avez des questions? Il est où? Attends. Il y est pas, hein, là? Ah si, ouais, ça y est, je le vois. Oui, je suis dans la chambre de mon fils. Alors je lui ai rajouté un petit Bouddha là-haut, des éléphants. Je squatte sa chambre pendant les travaux. Avec plaisir, Sophie.
Rapidement, comme le son n'était pas bon, peux-tu me donner la troisième raison de la mise en place de cette manipulation? Ah oui, la troisième, c'était quand l'enfant, en fait, l'a intégré, quand l'enfant l'a intégré parce qu'il l'a vu, en fait. Il l'a vu chez ses parents, il l'a vu chez des adultes, ou il l'a vu chez des plus grands, frères et sœurs, collés à l'école, etc. Et il a vu que ça pouvait marcher, en fait. Il a vu que c'était un fonctionnement et du coup, il va pouvoir le mettre en place à son tour. Sauf si, encore une fois, il en a été victime. Et là, il peut au contraire décider de ne pas rentrer là-dedans et avoir même un détecteur pour ressentir quand une personne essaye de le manipuler avec du chantage affectif, etc. Parce que justement, il en a souffert étant enfant. Je t'en prie. Ouais, le ronflement. Ok, eh bien écoutez, merci d'avoir été là. N'hésitez toujours pas si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde pour les prochains cafés, dites-le moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà. Et puis pour les professionnels de l'accompagnement qui le souhaitent, on se retrouve sur Zoom là, juste après pour session de supervision, mentoring, échange pour faire le lien entre la thématique et vos accompagnements. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle reprise pour certains. Et je vous dis à dans 15 jours. Je vous embrasse. Ciao, ciao!